Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de l'âme des jeux, les petits secrets des grands champions. Toujours avec vous Christophe Bourgois-Constantini et votre livre Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Ziateno. Bonjour Christophe. Ma chère Marie-Ange. Alors nous sommes toujours... Marie-Ange. Vous brûlez une étape, cher Christophe. Nous sommes toujours en compagnie de... J'avais mis Pierre Escaut, n'importe quoi, de Richard Escaut. Avec une petite devinette, messieurs. Moi, j'avais envie de vous faire une petite devinette aujourd'hui. Pour commencer, alors, vous allez me dire qui est ce sportif. Il ne débute jamais un match sans avoir mis ses chaussettes à la même hauteur, sans avoir disposé ses bouteilles au sol avec une position et un ordre particulier, sans avoir pris soin d'enjamber la ligne de touche du pied droit. Il évite toujours de marcher dessus. Avant de servir, c'est toujours une chorégraphie qui se met en place. Pendant que la balle rebondit sous la raquette, c'est remise en place du short, puis du t-shirt, puis des cheveux, toujours dans le même ordre. Qui est-ce ? Raphaël Nadal. Ah bah voilà, votre copain. J'ai même pas eu le temps d'intervenir, c'est monstrueux le niveau de cette émission. Alors c'est marrant que vous me présentiez comme Pierre Escaut, parce que Pierre Escaut c'est mon frère, il est écrivain. Ouais. Ah, c'est votre frère également, oui. Ah bah vous voyez, je savais même pas. Ah, voilà. Bref, on en apprend tous les jours, jamais. Bon, à part ça, revenons à nos moutons. C'est complètement théâtral, cette espèce de haka. Alors ça s'appelle le haka évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne regardent jamais un match de rugby à la télévision, qui n'ont jamais assisté à un match. Christophe et Richard. Moi, c'est toujours l'impression que j'ai. Alors moi, je suis une vulgaire spectatrice du dimanche et encore, parce que j'ai un frère qui est complètement fou et un père complètement fou de rugby évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment du théâtre, mais pas du tout en fait. C'est pas du tout du théâtre, Richard Escaut, hein, le haka. Si, complètement. C'est totalement théâtralisé, c'est travaillé en amont. Là, la version qu'on a entendue, c'est la version originale de la tribu qui est à l'origine donc de ce haka pris par les All Blacks, qui en ont fait une version beaucoup plus réduite. Hein. D'accord. Là, on est sur la version longue, et en fait, chaque moment de la vie de la tribu a un haka. Donc, vous en avez à peu près entre 80 et 100. Il y a 12 grandes tribus en Nouvelle-Zélande, et chaque tribu a à peu près entre 80 et 100. Donc, imaginez le nombre de hakas différents qu'il y a, et c'est pour marquer, scander la vie de la tribu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait lien, parce que ça se travaille en amont. Là, il y a une coordination incroyable, et c'est comme du théâtre, c'est comme un morceau symphonique, ça se travaille en amont sur partition, et en fait, ça fédère la tribu, et ça fait lien, ça donne ce ressort de collectif. Et en fait, il y a des compétitions, comme l'Eurovision, chez nous, il y a des compétitions qui présentent le meilleur haka, et il y a des hakas masculins, des hakas féminins. Ouais, Christophe. Mais c'est toute la force des rituels qui est le sujet de cette émission, si vous voulez, versus la superstition. J'avais oublié de donner le titre de l'émission, pardon. Heureusement, Christophe est là. Suivre les rituels est sans piège ou un appui, voilà, merci. Mais c'est bien évidemment un appui. La superstition, c'est j'ai marqué un but la veille avec la chaussette, je vais remettre la même chaussette, ça c'est la superstition, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est très fort, c'est le rituel, et on va revenir bien évidemment, puisque notre invité est prestigieux, il connaît très très bien le rugby, mais je voulais juste faire une parenthèse, puisque on est là dans les jeux. Moi, je suis très étonné, et j'en parlais avec Rafa justement, que très très peu de champions français font des rituels. Ah ouais, alors que c'est grégaire, c'est d'homo sapiens. On faisait un rituel quand on sortait de la grotte avant d'affronter la végétation, les mammouths, tout ce que vous voulez. On était là, et on faisait on se serrait les coudes, on s'en remettait à Dieu, on s'en remettait à une existentialité, parce que le haka, c'est aussi s'en remettre à une forme d'existentialité. Et à part Rafa avec ses bouteilles, à part 2-3 trucs, vous dites ça à un gauche, et j'ai coaché beaucoup de champions. Les mecs disent à quoi ça sert ? Tu es sûr que ça sert, etc. Mais il y a des gens, c'est des vrais modèles. Ils te montrent que c'est faire corps avec le terrain. Parce que quand vous rentrez sur un terrain de tennis, vous rentrez sur un terrain de chasse. Quand vous rentrez sur un terrain de rugby, vous rentrez sur un terrain de chasse. Le ring, on en avait parlé avec notre ami Enoch. Et là, c'est absolument... sur un ring, même chose, c'est un territoire de chasse. Et là, il faut aller chercher d'autres forces pour pouvoir être en motivation, pour pouvoir être en connexion totale. Donc je passe la parole à Richard, parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre sur le haka, et d'ailleurs sur certains pays qui voudraient copier le haka. Il y a une vraie problématique. Est-ce que le haka, mon cher Richard, est-ce que ça offre un avantage à l'équipe qui le fait ?
Oh là, alors... Spécialiste du rugby que vous êtes. Alors, Richard. je vais répondre à la question, mais il y avait tellement de choses en amont. Continuez. Non, Mais je vais répondre à cette question. Oui, ça donne un avantage indéniable. Ça marque l'adversaire, ça montre qu'on est déjà dans un territoire collectif, qu'on a travaillé plus que le rugby, qu'on a travaillé la cohésion d'équipe et qu'en plus on s'ancre dans une culture, ce que n'ont pas obligatoirement les équipes en face. Donc oui, ça donne un avantage et ça crée une problématique parce que les autres équipes disent mais pourquoi les Néo-Zélandais ont cet avantage et pourquoi pas nous? Alors effectivement, tout le monde a une façon de contrer, alors on est déjà dans le match, tout le monde a une façon de contrer le haka. Ça a commencé en 86 à Nantes avec l'équipe de France qui s'est alignée devant les joueurs et qui a avancé comme ça, pas à pas, pour les affronter, et qui ensuite a chanté la Marseillaise, jusqu'au moment où, la Coupe du Monde 2007, à Cardiff, le fameux All Blacks France en quart de finale, qui a vu la victoire de la France contre toute attente, où là, les joueurs avaient mis des t-shirts blancs, des t-shirts bleus, des t-shirts rouges, et s'étaient mis, mais vraiment face à face, on avait vraiment nez à nez avec l'équipe des All Blacks, et ça les avait déstabilisés. Et la dernière en date, c'était en 2011, où là, à l'initiative d'un Maori, qui était leur agent de sécurité, ils se sont mis en flèche, en pointe. Et là, en face, les All Blacks se sont liquéfiés parce qu'ils n'avaient pas cette maîtrise de la culture Maori. Parce qu'il y a des Fidjiens, des Samoans, des Tongiens, des Pakéas, c'est-à-dire les Blancs. Et donc, ils n'avaient pas cette culture. Ils apprenaient le haka, mais ils ne savaient pas trop pourquoi ils l'apprenaient. D'ailleurs, je vous dirai ce que c'est que ce haka. C'est ma prochaine question. Et donc, la flèche, c'est le moment où la pointe va te transpercer. Et ils étaient liquéfiés parce que les Français avaient proposé une approche culturelle bien plus maori que les All Blacks eux-mêmes. Hein. Et du coup, maintenant, vous regarderez, ils se mettent toujours depuis que les Français ont fait ça, ils se mettent toujours en flèche. Alors, haka. Qu'est-ce que c'est que le haka? Qu'est-ce que les moindres gestes là? Ça commence par les bras là. Quoi. Bon, voilà. Ouais. En fait, le haka, alors, vous savez, c'est ce haka-là particulier. Ce haka-là, en fait, il rend hommage à la vie quand on a vu la mort. Okay. C'est un hommage à la féminité. C'est-à-dire que ce haka-là qui a été pris, alors je ne sais pas pourquoi, il appartient à une tribu, il a été pris par je ne sais qui a décidé, oui, mais il y en a 1200, donc ils ont pris celui-là parce qu'il était sympa et qu'il y avait une chorégraphie qui était relativement... Un peu impressionnante aussi. Voilà, et puis plutôt facile. Et en fait, c'est l'histoire d'un chef de tribu. Sa tribu est décimée, il s'échappe, il est poursuivi et il va se réfugier chez une autre tribu. Alors, normalement, si on est en guerre, il est décapité. Mais là, comme on est en temps de paix, le chef de tribu ne peut pas ne pas le recevoir. Il y a l'hospitalité. Et pour le cacher, parce qu'il est poursuivi, pour le cacher, ils le mettent dans la fosse à patates douces. Et pour le protéger, ils mettent la femme la plus imposante de la tribu au-dessus de lui. Bon, d'accord. Et donc, lui, il pense qu'il va mourir. C'est la mort. Kohara. Ouais. Mais au-dessus de lui, en levant la tête, il voit la source de vie. Et donc, Kamate, la vie. Et donc, c'est une femme, en le protégeant, qui lui donne la vie. Et la métaphore est belle, puisqu'elle le protège avec de toute son intimité. Et quand il se relève, il renaît à la vie. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de All Blacks qui ne savent même pas, quand ils font ça, de quoi il s'agit. C'est un hymne à la fécondité, à la féminité. Et vous savez que même si vous avez des guerriers, là, on parle de l'âme du sport, l'âme des guerriers en Nouvelle-Zélande, la culture maori est matriarcale. Ouais, ça en dit long, effectivement. Nous, ça nous paraît paradoxal, et en fait, c'est naturel, quoi. C'est-à-dire que ce côté, en même temps, plein d'humilité, la défaite, certes, mais la vie quand même, quoi. La vie qui gagne, qui règne, c'est beau tout ça, hein. C'est très poétique. Hein. Ah, c'est mieux que les rituels d'aller boire de la bière après la fin d'un match, hein, je vous le garantis. Ça, c'était moi, ça. C'est drôle parce que... on pourrait presque... Mais c'est aussi un rituel, in vino veritas. C'est-à-dire que la constitution d'une équipe se fait dans la troisième mi-temps. Jean-Pierre Rive disait, il ne peut pas y avoir de première et de deuxième mi-temps intéressante s'il n'y a pas la troisième. Et c'est au moment où on fait tomber l'armure, on fend l'armure, et on devient soi-même. On a joué, on a été bon, on a été mauvais, on a gagné, on a perdu, mais il faut se vider, il faut raconter ce qu'on a vécu et il faut le partager. Et on sait très bien que l'alcool, le vin, au sens, je dirais, biblique du terme, relie. C'est... In vino veritas. Voilà, in vino veritas. Et donc, on se lâche un peu. On est tous inhibés, on est tous bloqués, on est tous un petit peu protégés. On se protège. Et l'alcool, comme d'autres substances, moi, je suis un grand fumeur de Havane. À Cuba, par exemple, les chamans fumaient le cigare. Ça s'appelait pas cigare, mais ils fumaient le cigare. Et avec la fumée, ils allaient chercher les esprits. Donc, quand on parle dans votre émission de ce travail du collectif, le rituel, c'est pour
aller se chercher en soi, donc sacraliser le moment, créer une petite dynamique, une routine qui nous rassure, comme les enfants à qui on raconte une berceuse avant d'aller au lit. Ça les rassure, la journée est finie, on va affronter la nuit. Donc là, on va affronter finalement une compétition. On va aller une berceuse de jour, quoi. Chercher en soi, chercher en soi et chercher une force spirituelle. Voilà. C'est-à-dire, qui je suis, qu'est-ce que je peux aller chercher en moi que je ne connais pas, mais comment je vais faire pour me dépasser. Parce que le sport, c'est du dépassement. S'il n'y a pas cette volonté de se dépasser, d'aller plus loin, d'ailleurs, la chasse au record, c'est une métaphore fabuleuse, il faut toujours aller plus loin. Et le rituel, ça permet de descendre en soi et d'élever son esprit. Et ça permet autre chose aussi de très intéressant, c'est de se mettre dans le présent. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de champions ou beaucoup d'équipes qui, à un moment donné, sont déstabilisées, etc. Mais prenons le tennis, que je connais bien. Pourquoi à chaque fois, Rafael Nadal ou certains joueurs font rebondir la balle très longtemps? C'est pour se remettre dans le ici et le maintenant. La balle est passée, j'ai fait une faute ou j'ai fait un coup gagnant, mais c'est derrière moi. Tout à l'heure ou dans la seconde qui c'est de l'espérance. Tout ce que je dois faire, c'est d'être dans le ici et le maintenant. J'avais une question, parce que la question c'est quand même, est-ce un piège ou un appui? Est-ce que ça peut être un piège? Ben oui, Richard l'a dit tout à l'heure, puisqu'on est capable, c'est presque un jeu d'échecs, si vous essayez de détruire le haka de l'autre en le comprenant, en le décortiquant, vous pouvez le déstabiliser. Ça peut pas être un squelette extérieur, ça peut être un squelette intérieur, mais c'est quand même très compliqué, parce qu'une fois que c'est engrammé, au sens engrammage, vous voyez, c'est dans les tissus, comme je vous expliquais dans une autre émission avec cette force de l'acteur studio, etc. Quand c'est vraiment dans vos gènes, dans vos tissus, que vous l'apprenez depuis enfant, pour moi, ça offre quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, n'est-ce pas, Richard? Oui, absolument. Il faut s'en détacher aussi. C'est un moment. Effectivement, j'aime bien le hic et nunc. Mais alors, l'avantage du sport individuel, c'est qu'on peut arrêter le temps. Et en particulier au tennis, mais ailleurs aussi, quand on doit mettre un panier à 3 points, on voit bien, ils font rebondir, ils descendent. Mais c'est plus une descente en soi pour moi qu'un rituel. Moi, ce que j'aime dans le rituel, c'est la dimension collective. Pour moi, le rituel individuel, on est plus dans la préparation mentale, on est plus dans une routine, si je peux me permettre. Peut-être que je me trompe. Vous savez, les footballeurs mais le rituel, oui, mais bon, ça, c'est individuel, pour moi, c'est collectif, c'est des gris-gris. Gris-gris, ouais. Pour moi, le rituel, il y a rite. Un rite, on le fait pas tout seul. Un rite, c'est pour faire société, c'est pour faire équipe. Ça donne du sens. Un rituel, il est jamais anodin. Il est toujours travaillé. Et ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où ce rituel-là nous a déconditionnés du moment présent, du moment dans lequel on est, c'est-à-dire, voilà, vous êtes journaliste, moi je suis journaliste aussi, on est écrivain. Il faut sortir de ça. On va redevenir un être humain. Et ce que disait Christophe très justement dans une précédente émission, au début de l'émission, c'est que quand vous allez sur les tableaux, les dessins dans la grotte de Lascaux, on est déjà dans le premier rituel. C'est-à-dire qu'on va représenter ce qu'on va affronter pour mieux le dominer ses peurs et dominer l'adversaire. Et donc ce travail pariétal, ces peintures pariétales sont déjà le premier rituel. Donc on est tout le temps dans le rituel depuis que l'être humain existe, mais c'est un rituel à dimension collective. Sinon pour moi... C'est la superstition pour le coup. On n'est pas tout... Non, c'est la routine. Ouais. Mais je te rejoins totalement, Richard. C'est presque piégeant, parce que si on ne l'a pas bien fait, on se dit je vais rater, donc voilà. Tu as totalement raison pour dire que le rituel est probablement beaucoup plus dans les sports d'équipe et pour fédérer, c'est très tribal, etc. Et que dans le collectif, on est plus dans la routine. Mais vous voyez, quand je repense à Rafa, on s'en fout qu'il mette ses bouteilles comme ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand il arrive, il balaye l'angle droit du terrain. Ça veut dire, ici, c'est chez moi. Ici, c'est mon territoire de chasse. C'est le premier geste qu'il fait. Ici, c'est mon territoire de chasse. C'est son haka à lui, quoi. C'est très fugace, mais... Très intéressant, parce qu'en faisant ça, il sacralise. Il sacralise la géographie, le terrain. C'est important de sacraliser. Qu'est-ce que c'est que sacraliser? Sacraliser, c'est créer un univers clos dans lequel on entre avec d'autres et qui va être ésotérique. C'est-à-dire, il ne se comprendra que par ceux qui sont à l'intérieur et non pas exotérique. Et donc, en rugby ou en foot, vous voyez des joueurs qui touchent le terrain, qui touchent la ligne, qui se signent, qui regardent le ciel. Ben non, c'est parce que... Et en rugby, c'est pareil. À partir du moment où on franchit la ligne de touche pour rentrer dans le terrain, on rentre dans le sacré. On rentre dans son sacré et dans ce match qui est un espace clos
théâtre aristotélicien, unité de temps, de lieu, d'action. C'est-à-dire que là, je monte sur scène. Et le trac, vous avez plein d'artistes quand ils montent sur scène, que ce soit des musiciens ou des comédiens, ils ont un petit rituel aussi, parce que ça les rassure. Et vous verriez les troupes de théâtre ritualiser le début de la pièce qu'ils vont jouer. Ils se réunissent, ils se regroupent, ils se serrent, ils se prennent. Et moi, j'ai fait ça en entreprise, tu as dû le faire aussi. En entreprise, j'ai fait faire des haka. À des chefs d'entreprise qui se réunissaient, ils avaient tous leurs directeurs régionaux, les mecs ne se parlaient pas, ils se tiraient la bourre, etc. Et je leur ai dit, vous enlevez vos chaussures, vous enlevez vos cravates, vous laissez vos portables, vos téléphones à l'entrée, et on va faire un haka. Et je les ai foutus en slip. Non, mais oui. Ça donnait quoi, ça donne quoi, alors? Ils ne se sont pas quittés de la nuit. Le lendemain, le directeur de cette grande société m'a dit, Richard, j'ai jamais vu ça. Ils ne se sont pas quittés de la nuit et ils s'écoutent. Comment on fait là? Ils s'écoutent. Et dans ce que dit Richard, il y a un truc qui est très intéressant. Ça va loin, les amis, les rituels. Mais oui, mais parce qu'en fait, on sacralise pas assez l'entreprise. Et elle aurait tout à gagner à être sacralisée. Vous voyez, par exemple, moi, je travaillais pas mal d'entreprises en tant que coach, et je leur dis, mais c'est quoi votre projet de vie? C'est quoi votre projet d'entreprise? Ils y réfléchissent jamais. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux marier mon propre projet de vie personnel au projet d'entreprise que je suis en train de construire ou dans laquelle je vais participer? Ça devrait être accroché à tous les contrats de travail. Vous rentrez dans notre boîte, voilà quelle est notre philosophie, voilà quel est notre chemin. Vous faites penser aux écoles japonaises, ou en Asie en tout cas, on a l'impression, c'est pour ça, ça me fait penser à ça, ce que vous dites depuis tout à l'heure. Les rituels sont très instaurés dès le plus jeune âge, au fond, dans ces cultures. Alors, vous vouliez dire un truc? Oui, non, c'est intéressant le Japon, parce qu'il y a une très grande culture rugbystique, et justement, ça leur plaît beaucoup, ça. Tous les politiciens à l'Assemblée, là-bas, 90%, ils ont joué au rugby, parce qu'en fac, le rugby est obligatoire, justement, la culture anglaise qu'on retrouve en Argentine. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai la chance, on parlait d'entreprise, je rebondis sur ce que disait Christophe, parce que moi, j'ai la chance que le nom de mon entreprise est déjà un programme de vie. L'équipe. C'est-à-dire que moi, je suis pas rentré à l'équipe. Commencer par ça. Moi, je suis pas rentré à l'équipe par hasard. C'est-à-dire que si on fait pas équipe, on rentre pas dans cette maison-là. Et j'ai toujours trouvé, et je trouve encore cette dimension-là. Je travaillais avec un jeune, là, il y a pas longtemps. Moi, je m'occupe du site internet maintenant pour le rugby. Il y avait un jeune stagiaire qui venait, brillant journaliste, qui sera certainement une des pointures dans les années à venir. Son humilité était extraordinaire parce qu'on a travaillé sur la finale ensemble. Il était à côté de moi. Je lui ai dit, tu veux bien m'aider? Parce que pendant que je dois écrire, comme il y avait pléthore de points et j'avais besoin d'un petit coup de main, lui, c'était pas son job, mais il est venu et à la fin, il m'a dit, j'ai été très honoré de travailler avec toi. Wow. Vous voyez cette culture, on parle du Japon, cette culture de l'humilité, le respect des anciens, parce que c'est le respect des anciens au Japon. C'est vital. Et cette culture d'entreprise, moi, chez nous, elle ne peut pas... si elle n'existe pas, il n'y a pas de journal. Mais il y a aussi un rituel, dans le rituel, dans le haka par exemple, il y a aussi le respect des anciens, parce que c'est montrer qu'on hérite aussi d'une... c'est peut-être un détail. Alors nous, notre rituel à l'équipe, c'était tous les vendredis de chacun emmener des boissons, de quoi de sustenter. Ah, chez vous aussi? Absolument. Vous voyez, même chez Radio Notre-Dame, il y a des trucs qui se perdent pas. Allez-y, Christophe. Vous avez plusieurs fois posé la question de quelle était la différence entre le football et le rugby. Oui, mais vous ne voulez pas me répondre. Alors eh bien, dans le rugby, il y a le respect des anciens. Il y a un véritable respect des anciens. Il me semblait. Non, mais vous avez totalement raison d'insister sur ce point. À mon sens, il est nettement moins présent dans le football. On a quelques icônes, Zizou, Platini, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas ce côté... ils ont mouillé le maillot avant moi. Mais il y a quelque chose qui ressort de ça. Alors si dans certaines équipes, regardez le dernier championnat d'Europe, la Géorgie, on sent bien que la Géorgie, moi j'ai la chance d'avoir des amis qui entraînent au rugby et pas qu'au rugby là-bas, je les avais au téléphone en même temps. Pendant que les joueurs de football géorgiens chantaient leur hymne, vous aviez partout en Géorgie, tout le monde s'est élevé et chantait l'hymne. Et moi j'ai des vidéos où on voit les joueurs de rugby à 7 qui sont là, qui font corps avec leur équipe. Et quand vous voyez les Géorgiens, vous avez c'était ce que j'appelais l'égrégore tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité qu'a une équipe à faire le plus un. C'est-à-dire qu'une équipe, c'est supérieur à l'addition des joueurs qui la composent. Et ils ont battu le Portugal. Et alors que sur le terrain, ils sont moins bons. Et je pense que ce soit le football, le handball, le basket, le rugby, tous les sports collectifs que vous voulez, s'il n'y a pas cette notion d'équipe, cet égrégore, il n'y a pas d'équipe. Alors vous pouvez gagner parce que vous avez des individualités, mais vous pouvez perdre parce qu'en face, vous trouverez une équipe constituée face à une association d'individualités.
Eh bien, bon courage à tous les sportifs, en individuel, en collectif pour ces JO 2024. Les amis, j'ai même pas reprécisé le titre de votre livre, de votre blog. J'aime bien commencer toujours par la fin, côté ouvert, Richard Esco, vous commencez à me connaître. Aux éditions du Passiflore, voilà les meilleures chroniques des 10 dernières années de votre blog du même nom. Côté ouvert, donc, que je n'ai même pas encore mentionné. Et ben en tout cas, c'était une vraie joie de vous recevoir, hein, monsieur le pape de Rodeby. Que la joie demeure. Que la joie demeure. Et in vino veritas, et dans la vie... allons dans la paix des rituels. Non mais attention, qu'est-ce qu'on vient de dire depuis le début? On vient de faire lien. Quelle est la racine étymologique de religion? Relier. Liguer. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci les amis, merci Christophe Bourgois, Constantinier. À demain, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, votre Olivier Diateno. Merci les amis.